Alors on est engagé à Purpan RSE. Donc la question de l'éthanol, c'est un sujet un petit peu sensible, notamment dans les apprentissages de la dégustation, de l'analyse sensorielle. On essaye toujours d'être vigilant, d'encourager les étudiants à déguster, de promouvoir une consommation responsable. Alors on est tombé dans le NOLO un petit peu par hasard. Ça remonte avant la crise du Covid en 2019. On a, par l'intermédiaire d'un fournisseur de gaz pour la conservation de champs de culture qu'on a pour les pommes, on fait aussi des essais sur les pommes, sur les méthodes de conservation. On a été mis en contact avec un arboriculteur du Sud-Est qui souhaitait développer une gamme de vins désalcoolisés, donc du no-alcool. Donc il avait fait un petit tour de l'offre existante, comme l'a dit Jérôme, les profils ne sont pas toujours aboutis. Donc on a accepté de relever ce défi-là. Alors ça imposait déjà de choisir la meilleure technologie pour élaborer des produits qualitatifs. Alors assez rapidement, on est tombé sur la technologie du spinning on column, donc qui est un traitement en 2 passes. Donc la première passe, on récupère les arômes, on les met de côté. Dans la deuxième, on va traiter le vin désaromatisé pour cette fois éliminer l'éthanol. Donc ça permet d'avoir cette sélectivité qui permet de conserver la qualité aromatique, olfactive des vins. Donc on a travaillé sur la formulation, on a essayé beaucoup de vins de base, donc des vins monovariétaux, et on est arrivé à une formulation qui était plutôt aboutie, qu'on a comparé avec les autres produits disponibles sur le marché. Et l'intérêt, c'est qu'on a réussi, à mon avis, en tout cas d'un point de vue personnel, c'est de diminuer la nécessité en sucre pour compenser, bien réussir à compenser cet équilibre un petit peu acide lié à l'effet concentration. Alors je ne vais pas vous donner la formulation, bien sûr, c'est quelque chose qui reste confidentiel. En tout cas, on a beaucoup appris, et comme le disait Jérôme aussi, c'est qu'il ne faut vraiment pas négliger l'effet concentration, à la fois par rapport aux pertes, à prendre en compte, bien sûr, dans la rentabilité économique, mais aussi l'effet important que ça a sur la concentration des molécules non volatiles qui vont rester dans le rétentat, donc les acides organiques et l'éthanol. Donc on a fréquemment observé donc, des pertes jusqu'à moins 0,3, moins 0,4 unités de pH sur des vins. Donc, si vous avez un vin de base, un vin blanc, frais, fruité avec des pH de 3,20, c'est peut-être un petit peu moins le cas dans la région, mais vous vous retrouvez avec des pH à 2,80. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Les vins désalcoolisés sont fortement instables. Alors à chaque fois qu'on a envoyé des échantillons formulés en chronopost dans le sud-est, souvent il s'était reparti, il s'était reparti en fermentation. On avait aussi des cases protéiques. Donc c'est des vins qui sont extrêmement instables et qu'il faut vraiment faire attention en matière de stabilisation. Il faut de manière des bonnes bases. On ne peut pas considérer, à mon avis, la désalcoolisation comme une voie de garage pour des vins qui ne seraient pas aboutis, qui seraient déséquilibrés et dont on n'arriverait pas à trouver de valorisation. Et comme je vous l'ai dit, les meilleurs vins, en tout cas désalcoolisés qu'on a obtenus, ils n'ont pas été forcément obtenus par les vins de base les plus qualitatifs. Il faut vraiment faire attention en matière d'équilibre, à mon avis, de richesse tannique, mais aussi d'acidité. Alors voilà les travaux qu'on mène aujourd'hui à l'école d'ingénieurs de Purpan sur cette thématique. Alors on mène aussi des travaux sur les aspects technologiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, parce que ce n'est pas forcément l'objet de la présentation, mais on s'intéresse à l'utilisation du CO2 supercritique. Alors le CO2 supercritique, vous en avez peut-être entendu parler, donc c'est le procédé qu'utilise Diam Bouchage pour produire ces bouchons technologiques qui sont certifiés indemnes de TCA. Alors nous, on envisage d'utiliser le CO2 supercritique en aval d'une distillation classique, sans spinning on column, sans travailler en 2 passes. C'est une technologie qui est en train de s'imposer un petit peu, puisqu'on a des gros acteurs, je pense à Bordeaux Families, à Bordeaux, à CVG Vivadour dans le Gers, qui sont équipés de distillation classique. Donc ils éliminent l'éthanol, ils éliminent aussi les arômes. Donc notre idée, c'est de traiter le distillat et de séparer arômes et éthanol dans l'idée de réinjecter ensuite les arômes pour préserver la qualité aromatique du produit. Donc le CO2 supercritique, c'est un état intermédiaire de la matière qui a les propriétés solvantes des liquides, mais de pénétration à l'intérieur des matières des liquides, et donc qui est particulièrement intéressant dans un objectif de récupérer les arômes. Alors on a une thèse de doctorat qui a démarré en novembre dernier, et donc les travaux sont en cours.
Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler plutôt des aspects sensoriels et d'appréciation. Donc, je vais vous parler dans un premier temps de l'impact de l'éthanol sur les préférences des consommateurs. Donc ça, c'est des travaux qui ont été publiés en 2022 dans une revue scientifique qui s'appelle No One. Vous pourrez le trouver sans aucun problème. Et je vais aussi vous parler de l'acceptation des NOLO par les jeunes consommateurs. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui a été initié en février, donc, et qui va durer jusqu'à fin juillet. Donc il y a une stagiaire niveau M2 qui fait son stage de fin d'études sur cette thématique. Donc c'est un stage qui est encadré par moi-même, mais aussi par un collègue de l'Institut Agro qui s'appelle Fouet Cherrier, qui est plutôt un économiste. Et donc ce stage est financé par la chaire Vigne et Vin, à laquelle appartient l'ICE. Et donc le stage est également suivi par Jérôme. Alors je vais commencer par vous parler de l'impact de l'éthanol sur les préférences. Alors les études consommateurs, c'est quelque chose qui me passionne. Je trouve qu'en France, on n'est pas très bon en la matière. Hein. Les chercheurs australiens, américains ont beaucoup plus d'avance sur la réalisation de tests consommateurs. Et à chaque fois que j'ai été amené à réaliser des études consommateurs, j'ai été frappé par la différence d'appréciation qu'on a entre les experts et les consommateurs, le consommateur lambda. Je vais vous donner quelques exemples. Hein. J'ai travaillé sur l'appréciation des pyrazines, donc les notes responsables du caractère végétal hein, qu'on trouve dans les Cabernet Sauvignon et dans le Sauvignon, qui est considéré de manière quasi unanime par la profession, par les experts comme quelque chose de négatif, un caractère négatif. Et bien on se rend compte que les consommateurs, ils le perçoivent soit de manière neutre, ou soit ils peuvent même l'apprécier. C'est le cas des vins de Sauvignon. C'est plutôt quelque chose qui est perçu de manière positive. Le muscat, à chaque fois que je fais des travaux avec des étudiants, on a des petits exercices pédagogiques, on travaille sur l'assemblage. Le muscat, hein, donc les cours, vous savez, ils sont quand même très très bas, c'est une variété, on a du mal à trouver des débouchés. Les étudiants, c'est de manière systématique apprécié et le vin de cépage choisi en préférence par nos étudiants. Donc la méthodologie qu'on a utilisée, c'est la méthodologie du seuil de rejet par les consommateurs. Donc elle va permettre de déterminer le niveau de concentration d'une molécule olfactive, d'une molécule sapide, qui va être admissible pour le consommateur, qui ne va pas être indésirable et qui ne va pas induire un rejet significatif d'un point de vue statistique de l'échantillon qui aura été testé. Alors cette méthodologie, elle a été utilisée à la fois sur les molécules responsables du goût de bouchon. Moi, je l'ai mise en œuvre aussi sur la rotindone, sur l'IBMP. On a un travail qui est en cours sur des vins issus de variétés résistantes pour essayer de voir jusqu'à quel niveau on peut incorporer des vins rouges d'Artaban, de Vidocq, dans des assemblages avec des vitis vinifera plus classiques. Et voilà, jusqu'à où on peut aller, jusqu'à où on n'a pas de rejet significatif par le consommateur. Alors la méthodologie qu'on a mis en œuvre, donc déjà on a choisi des vins de Chardonnay, de Syrah, qui paraissaient être les variétés les plus plantées en Occitanie. C'était des IGPP Vidocq, donc avec des niveaux d'éthanol, on va dire moyens, des vins représentatifs, hein, où on n'avait pas vraiment une perception accrue de l'éthanol, pas trop de chaleur, plutôt équilibré. On les a traités avec le spinning column, et ensuite on a obtenu différentes fractions, et on a joué avec ces fractions. On avait bien sûr le vin désaromatisé, désalcoolisé, on avait les fractions aromatiques, on a utilisé de l'éthanol d'origine agricole, et de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce qu'on souhaitait vraiment étudier l'impact de l'éthanol, pas l'effet concentration. Donc pour ne pas tout mélanger, on s'est dit on va simplement étudier l'impact de l'éthanol sur l'appréciation. Donc ça veut dire que chaque fois quand on a ajouté moins d'éthanol, on a compensé en rajoutant de l'eau. Ensuite on a fait ce qu'on appelle, on a déterminé le seuil différentiel de détection de l'éthanol. C'est-à-dire de savoir à partir de quel niveau de réduction un consommateur va être capable de détecter le vin, il n'est pas pareil que le témoin non désalcoolisé. Alors pour ça, on fait, vous avez peut-être entendu parler des tests triangulaires, c'est une variante qu'on appelle 3 alternatives choix forcés. On présente 3 échantillons au consommateur et on lui demande d'identifier lequel est différent parmi les 3. Donc parmi les deux, il y a le vin témoin natif non désalcoolisé et l'autre échantillon, c'est le vin avec une teneur réduite en éthanol. Et on fait des séries comme ça et entre chaque série, on multiplie par 2 le niveau de réduction de l'éthanol et ça permet de savoir à peu près quel est le niveau de réduction qui va être détectable par le consommateur. Une fois qu'on a eu ce niveau, on a connu ce niveau, ce seuil différentiel, on a fait l'étude consommateur proprement dit. C'est important de savoir le niveau à partir duquel ça devient détectable, parce qu'avec le consommateur, on ne peut pas trop présenter, on ne peut pas s'amuser à présenter trop d'échantillons.
entre 10 et 12, c'est vraiment un grand maximum, donc il fallait être sûr que le premier niveau qu'on avait testé, c'était un niveau qui était détectable. Et donc on a réuni 42 consommateurs à Toulouse, on a servi 2 paires d'échantillons, donc le vin témoin non désalcoolisé, et ensuite un vin test, un échantillon test, qui était le vin avec une teneur réduite en éthanol, en commençant par le seuil différentiel. Et on a à chaque fois, entre chaque série, multiplié par 2 le niveau de réduction en éthanol, et à chaque fois la question qu'on posait, c'était parmi les 2 échantillons, vous avez en face de vous lequel vous préférez. On a collecté des informations démographiques, donc l'âge, les habitudes de consommation, la relation au vin, le niveau d'expertise, le genre, etc. Et on a pu déterminer une concentration en éthanol, seuil, ce qu'on appelle le seuil de rejet, en dessous duquel il ne faut surtout pas aller, sinon l'échantillon désalcoolisé va être moins bien apprécié par le consommateur. Alors quelques rappels, juste, je voulais, ça fait un petit peu écho à ce qu'a présenté Jérôme. Donc le screening column, ça fonctionne comme ça. Donc on fait une première passe avec des températures entre 25 et 35 degrés. On va récupérer les arômes. Ça représente à peu près 1% du vin traité. Ensuite, ce vin désaromatisé, on va le retraiter, donc en augmentant un petit peu la température de fonctionnement, les conditions opératoires pour récupérer l'éthanol. Alors là, ça représente 20 à 30%. Donc c'est vrai que cet effet concentration, il est particulièrement important. C'est pas possible généralement de réinjecter tous les arômes, toute la fraction hydroalcoolique d'arômes. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que celle-ci, elle titre généralement à 65%. Donc si vous réinjectez tout, vous allez dépasser le seuil de 0,5%, généralement associé à ce type de boisson. D'après nos travaux, on peut quand même en rajecter jusqu'à 70 à 80%. Bien sûr, ça dépend de la concentration du TAV, de la solution d'arôme. Alors voilà un petit peu ce qu'on a fait. Vous avez vraiment la composition des échantillons. Je vais passer très très vite. Vous voyez qu'à chaque fois, on a reconstitué des vins avec différents niveaux de TAV, mais qui ne différaient uniquement par leur concentration en éthanol. Donc à chaque fois, on a utilisé, vous avez pour la Chardonnay en haut et le Syrah en bas, on a utilisé la même quantité de vin désalcoolisé, la même quantité de fraction aromatique. C'est simplement l'éthanol et les ajouts d'eau distillée qui varient pour avoir simplement des produits qui diffèrent que par leur teneur en éthanol. Alors voilà les résultats en termes de seuil différentiel, ce qu'on a obtenu. Donc on a utilisé plusieurs méthodes, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce soit à la fois sur avec les 2 méthodes, on a obtenu donc des valeurs de seuil différentiel de 1,5%. Ça veut dire que si vous enlevez 1%, le consommateur ne va pas être capable de le détecter. Si vous enlevez 2%, ben, il va être capable cette fois-ci de détecter et de voir que le vin n'est pas identique, l'échantillon n'est pas identique à l'échantillon de test. Donc pour le rouge, on a eu des valeurs un petit peu plus élevées, alors qu'on peut peut-être attribuer à la présence de polyphénol. Alors la teneur en éthanol va jouer aussi sur la partition entre les arômes, entre la phase gazeuse et la phase liquide. Quand vous avez plus d'éthanol, les arômes vont être plus solubilisés, vont se retrouver dans la phase liquide, et donc on va moins en avoir dans l'espace de tête, dans la phase gazeuse. Et donc vous allez moins percevoir les arômes sur des échantillons avec des teneurs en alcool plus élevées. Donc les polyphénols pourraient avoir un rôle de tampon sur l'aromatique, ce qui permettrait de limiter la perception de ce changement de concentration en alcool. Alors voilà le seuil de rejet qu'on a obtenu. Alors on est vraiment, quand on a dépouillé, quand on a commencé à regarder les résultats, on a vraiment été surpris. On s'attendait à avoir des seuils autour de 8, de 9% d'éthanol. Et on a obtenu des valeurs seuil de 2,8% pour le chardonnay. Ça veut dire qu'entre un chardonnay à 3% et un chardonnay à 13,5%, le consommateur n'a pas forcément préféré l'échantillon à 13%. Pour le vin rouge, ça a été différent. On était à 7%, donc un seuil de rejet bien plus haut que pour les blancs. On a aussi regardé quelle était la perception quand on a recueilli la réponse des consommateurs. Il y avait un champ libre pour recueillir leur perception. Et de manière systématique, la Syrah, le vin
à 1,5% et à 7,5% d'éthanol étaient perçus de manière significative, beaucoup plus agressive. Ça, c'est certainement lié à l'effet enrobant, à l'augmentation de la viscosité qui peut être imputable à l'éthanol. Alors, on a aussi essayé de regarder est-ce qu'il y avait un profil de consommation des vins, est-ce qu'il y avait certains consommateurs qui aimaient plus les vins désalcoolisés ou inversement, est-ce qu'il y en avait d'autres qui préféraient plus le témoin. Alors c'est un tableau un petit peu compliqué, je vais vous dire à quoi ça correspond. Donc, ce sont des valeurs de ce qu'on appelle de p-value, de risque quand on fait des tests statistiques. Et quand on a des valeurs qui sont inférieures à 0,05, ça veut dire que la variable démographique va jouer sur les préférences. Donc je vais vous simplifier un petit peu les résultats. Globalement, qu'est-ce qu'on a remarqué? Alors on n'avait bien sûr pas dit aux consommateurs qu'ils allaient déguster des vins désalcoolisés. Sinon, à mon avis, ils auraient eu un a priori négatif. Et ça serait ressenti sur les résultats et on aurait eu un biais sur les données qu'on aurait collectées. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que les consommateurs réguliers, ceux qui vont déguster chaque jour du vin, à table, hein, par exemple, ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les échantillons qu'on leur a dégustés. Ils n'ont pas retrouvé les repères, ils n'ont pas retrouvé l'alcool, et ça se voit, puisque eux, de manière significative, ils vont toujours préférer le vin non désalcoolisé, donc le vin à autour de 13,5% d'alcool. Donc ça veut dire que quand même, ces résultats, ça veut dire que globalement, d'un point de vue sensoriel, le frein à l'adoption de ce type de produit, bah, il n'est pas forcément évident. Hein. Vous en avez l'illustration ici sur le chardonnay, on peut descendre très très bas. Alors on a aussi posé des questions, hein. Quels étaient le niveau d'éthanol que vous attendez pour un vin de qualité? Alors ça se situe entre 10,9 pour les blancs et 13,1 pour les rouges, donc entre 11,7 et 14,7, ça veut dire qu'il y a des attentes relativement élevées. Je pense aussi que la barrière, hein, ça sera une barrière un petit peu psychologique qu'il faudra lever, il faudra éduquer les consommateurs à ce nouveau type de produit. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait 50% des consommateurs qui regardent rarement ou jamais le degré alcoolique sur l'étiquette et qu'il y avait 95% des consommateurs qui n'avaient jamais consommé de vin désalcoolisé. Alors je vais vous parler maintenant du travail qui est réalisé par Maëva dans le cadre de son stage niveau M2, où elle s'intéresse à l'acceptation des nolos par les jeunes consommateurs. L'acceptation d'un produit, c'est quoi? C'est le process selon lequel un individu, un consommateur, va accepter ou va rejeter un produit. Alors c'est quelque chose qui est multidimensionnel, bien sûr. Ça dépend des caractéristiques intrinsèques du produit. Hein. Si vous avez un vin, un Sauvignon très riche en thiol, bah forcément il va avoir plus de chances d'être apprécié par le consommateur. Ça dépend aussi des caractéristiques intrinsèques du consommateur. On est tous différents. On a une sensibilité aux substances sapiles, aux arômes qui est très très différent. Donc si vous donnez un vin amer à un consommateur qui n'est pas du tout sensible à l'amertume, bah pour lui ça ne va pas forcément être rédhibitoire. Ça dépend de l'environnement du consommateur. On aime, on va vers des produits généralement avec lesquels on est familier. Ça c'est certain. Donc si vous êtes sur un vin qui est complètement différent, bah forcément il y a un risque non négligeable d'avoir un rejet de ce produit. Et ça dépend aussi des caractéristiques extrinsèques du produit, donc des informations qu'on va bien sûr communiquer sur le produit. Vous avez peut-être en tête, vous avez peut-être déjà entendu parler d'une expérience qui avait été menée au début des années 2000 à Bordeaux, hein, par l'équipe du professeur Dubourdieu, où il avait pris un vin de table, de consommation courante. Il avait conditionné dans des bouteilles avec l'un estampillé d'une étiquette grand cru et l'autre d'une étiquette vin de table. Il avait demandé à ses étudiants de les noter sur une échelle de 0 à 20 en ce qui concerne leur appréciation. On s'est rendu compte que le vin de table, il obtenait une note qui n'atteignait même pas la moyenne, alors que le grand cru, il avait 17, alors que c'était exactement le même vin, le même produit. Donc tout ce qu'il y a autour, tout ce qui environne le vin, a une importance considérable sur cette acceptation. Alors voilà le travail, la méthodologie qui est derrière le travail mené par Maëva. Et bien sûr, il y a des recherches documentaires, des aspects réglementaires, donc tout ce qu'a abordé tout à l'heure Jérôme. Il y a aussi un travail sur l'analyse de l'offre, alors à la fois au niveau national et international. Je vous présenterai quelques résultats. Il y a un travail d'enquête qualitative qui est fait auprès des jeunes consommateurs, puisque alors quand on fait un peu de bibliographie, on se rend compte qu'il y a deux cibles principalement qui ont été identifiées pour les vins Nolo, donc plutôt les jeunes ou plutôt les personnes d'un certain âge, donc au-delà de 60.
Donc le cadre de ce travail va s'intéresser plus au no, puisque c'est une offre assez facile à identifier, alors que le low, c'est un petit peu plus compliqué de savoir ce qui relève du low. Donc elle va faire ce qu'on appelle des focus groups, c'est-à-dire elle va réunir des étudiants dans une même salle, entre 7 ou 11, elle va les faire échanger sur leur perception de l'alcool, elle va leur faire déguster également des vins. Et l'idée de réunir, c'est qu'il y ait de la discussion, qu'il y ait de l'échange, et qu'en mettant toutes ces personnes ensemble autour de la table, on arrive à collecter plus d'informations que si on allait les aller voir les uns après les autres de manière séparée. Elle va regarder quels sont les leviers, quelles sont les motivations pour consommer ce type de boisson. Quel est l'impact des termes utilisés aussi? Est-ce que c'est un impact si on dit sans alcool, si on fait 0,0%, si on fait 0,5%? Si c'est de la boisson issue de la désalcoolisation du vin, etc. Et donc tous ces éléments vont permettre de nourrir une enquête quantitative. Donc elle va préparer un formulaire qui sera envoyé à des milliers d'étudiants et de jeunes. Et on aura des données normalement assez robustes, assez sérieuses. Et donc les résultats de ce travail seront connus juste avant l'été. On va aussi faire un travail d'analyse sensorielle qui va avoir lieu lundi après-midi avec nos étudiants. C'est dommage, c'est un petit peu tôt, je n'ai pas encore les résultats. Mais quand on regarde l'offre, on se rend compte que la concentration en sucre, elle est relativement élevée. Ça peut être 10, mais c'est fréquemment entre 20 et 40, justement pour compenser cet équilibre acide et donc permettre de rééquilibrer un petit peu la bouche, les aspects gustatifs de ce type de vin. Donc on va faire déguster à nos étudiants des vins avec des teneurs en sucre de 0, de 5, de 10, de 20 et de 40, et on va évaluer leurs préférences, leur appréciation sur une échelle d'appréciation qui va de 1 à 9. Alors ça va être assez intéressant puisqu'on aura déjà une appréciation globale des vins no-low. On va leur dire cette fois-ci, bien sûr, qu'ils dégustent des vins sans alcool, puisque le niveau d'acceptation, c'est autour de 5-6. Si on a des scores autour de 5-6, on va voir. Ça signifiera que ce type de produits ne sont pas forcément, d'un point de vue sensoriel, complètement récalcitrants, qui sont complètement fermés. On va s'intéresser à ce qu'on appelle la néophobie appliquée au vin, c'est-à-dire l'aversion pour nos étudiants, pour découvrir de nouveaux produits, pour déguster des vins qui viennent d'autres régions. Voilà. Donc ça sera intéressant de voir s'il y a une relation entre l'appréciation et cette néophobie alimentaire, qui a été bien décrite dans la littérature. Et on va aussi collecter des données sur leur relation au sucre. Est-ce qu'ils consomment des boissons chaudes, thé, chocolat, sucre avec du sucre ou au contraire sans sucre? Et quelle est leur fréquence aussi de consommation de boissons de type soda, sucré? Alors voilà les premiers résultats. Malheureusement, je n'ai pas énormément de résultats à vous communiquer sur ce volet. Maëva, donc, elle partage son stage entre l'école d'ingénieurs de Purpan et l'Institut Agro. Elle est revenue mardi, donc on a commencé à débriefer, mais pas complètement. Donc à ce jour, elle a recensé 170 références de no, uniquement de no. Alors en faisant des recherches sur le web, en allant aussi donc, dans des centres de distribution, donc supermarchés, cavistes, pour essayer de voir un petit peu quelles étaient les références disponibles. Alors si vraiment vous êtes curieux et vous souhaitez faire un petit benchmark en interne, je vous conseille fortement le site sansalcoolshop.fr, qui est un site néerlandais. Vous avez la possibilité de vous fournir en vin. Il y a une offre vraiment très très large et qui est particulièrement intéressante. Alors, elle a vu qu'il y avait 10 pays principalement qui produisaient des vins no. Donc la France arrive en tête, donc avec entre 60 et 70 références, suivi de l'Allemagne autour de 40, donc l'Espagne entre 20 et 30, et puis on a d'autres acteurs majeurs, comme l'Italie, qui n'ont pas l'air trop encore de se positionner sur ce segment-là. Donc les vins, ce sont essentiellement des vins tranquilles. Il y a quand même 24% d'effervescents. Alors je ne connais pas exactement la part de pourcentage de production pourcentage de la production de vin effervescent au niveau du territoire français. Je pense que 24% c'est supérieur à la quantité de vin qui est produit au niveau national. Quand on regarde les vins tranquilles, on a essentiellement du blanc. Donc en deuxième c'est du rouge et ensuite du rosé. Alors peut-être que le blanc, c'est lié certainement aux tendances de consommation, avec un marché qui s'oriente de plus en plus sur la consommation de vin blanc, mais c'est peut-être aussi lié aux contraintes techniques supérieures, au fait que voilà, c'est plus facile de faire un vin blanc no, complètement désalcoolisé, qu'un vin rouge en matière d'équilibre. Alors elle a aussi regardé les prix
Alors là, c'est vraiment le grand écart. Hein. Le prix le plus bas, hein, c'est 3,99 € par bouteille, ce qui n'est pas non plus si bas que ça. Et ça va jusqu'à 75 €. Donc c'est l'exemple, hein, vous avez ici d'une cuvée, Lusori 24 carats Gold, qui est commercialisée en Espagne par un acteur espagnol. Donc, alors je ne sais pas du tout s'ils ont si ça se vend bien, mais en tout cas, voilà, ils ont un positionnement qui est assez osé, autour de 75 € la bouteille. Donc la plupart des références, vous avez ici la variabilité, une idée un petit peu de la distribution des prix. On a la plupart des références qui sont comprises qui sont valorisées au niveau de 7 € et de 10 €. Alors la TVA hein, sur les références, elle est vraiment à 5,5, là où on est à 20% pour le vin. Donc ça veut dire hein, qu'on peut espérer une valorisation quand même supérieure. Si on arrive bien sûr à faire quelque chose et à valoriser aussi l'éthanol, alors il ne faut pas oublier de prendre en compte les frais liés au traitement. Si on fait la désalcoolisation dans le cadre d'une prestation de service, alors j'ai pas trop trouvé de données, mais c'est autour de 20, 30, ça dépend vraiment des technologies, euros par hectolitre. Alors elle a aussi regardé les cépages. Alors les cépages, c'est la majorité des produits sans alcool qui sont commercialisés aujourd'hui, qui sont disponibles sur le marché. Ce sont des assemblages. Les principaux cépages qui sont utilisés quand ce sont des vins monovariétaux, la variété est clairement mise en évidence sur l'étiquette, hein, c'est le chardonnay, largement en tête, donc le sauvignon, le muscat. En blanc et en rouge, c'est la syrah, le grenache, le merlot et le tempranillo. À signaler aussi la présence de labels. 75% des références, elles présentent un label. Donc c'est en tête le label vegan, qui n'est pas très compliqué à obtenir. Hein. Il suffit de s'affranchir d'utilisation de colle protéique d'origine animale, hein, de type caséine, gélatine. On a aussi la certification halal. C'est permis, hein, puisque la certification halal, ça veut dire que le procédé d'élaboration doit suivre la loi islamique. Donc s'il y a des ingrédients, des choses qui sont utilisées, il faut que ces ingrédients soient certifiés halal. Mais surtout, ça restreint l'utilisation d'alcool dans le produit, mais aussi de produits à base de porc, donc encore une fois de la gélatine, des choses comme ça. Donc c'est pas si compliqué que ça à revendiquer cette certification. Donc biologique aussi, 13%. Alors je ne sais pas comment ils font, hein, parce que, en tout cas c'est pas des vins français sûrement, qui se permettent d'appeler des vins désalcoolisés et de revendiquer la certification biologique. Et sans gluten aussi, alors ça m'a laissé un petit peu perplexe. Le sans gluten pour du vin, pourquoi pas, si c'est un argument qui permet de vendre ce type de produit. Alors il y a beaucoup de références aussi qui combinent plusieurs labels, et il y a d'autres valorisations, donc HVE, sans sulfite aussi, qui sont parfois utilisées. Alors en ce qui concerne les focus group, donc là on a vraiment des résultats qui sont très intermédiaires. Donc quels étaient les objectifs de ce travail-là? Donc c'était d'identifier des profils de consommation, d'évaluer la perception du produit à la dégustation, de déterminer les freins et les motivations de consommation, d'achat, en particulier chez les jeunes consommateurs, sur la classe d'âge entre 18 et 24 ans, d'identifier un packaging et une communication adaptée. Donc on a fait 4 focus group, donc 4 groupes de discussion, donc 1 à Toulouse et 3 à l'Institut Agro-Montpellier, où on a eu des groupes de jeunes entre 18 et 24 ans, un groupe d'étudiants étrangers aussi, je ne sais pas si vous connaissez le Master of Vinifera, c'est plutôt des spécialistes hein, du vin, et un groupe de consommateurs dont l'âge était supérieur à 24 ans. Donc là, le déroulé de ce focus group se faisait en 3 parties. Tout d'abord, quelques présentations de quelques généralités sur ce type de boisson et la dégustation. Donc les étudiants ou les consommateurs participants avaient l'occasion de déguster un vin blanc, un vin rosé et un vin rouge. Donc, je crois que vous aurez l'occasion de déguster au moins l'un de ces vins-là, puisque c'est une référence de la gamme Artis hein, qui avait été choisie. Donc, un exemple plutôt bien fait, je pense, de type de produit. Et donc ensuite, il y avait une période d'échange sur le sans-alcool où on essayait, en utilisant des post-it, des questionnaires en ligne, à faire en sorte que l'ensemble des participants puissent s'exprimer et non pas uniquement ceux qui n'ont pas peur de s'exprimer en public et ceux qui ont plus de revenus. On s'est aussi intéressé aux aspects packaging. Alors voilà les premiers résultats. Globalement, donc, on a eu quasiment que des consommateurs de vin, donc ça c'est quelque chose qu'on déplore un petit peu et on va essayer de retravailler
justement pour organiser un focus group avec des non-consommateurs, des gens qui ne consomment pas du tout de vin. Ils avaient différents niveaux d'expertise, donc je vous ai dit, les étudiants généralement de l'Institut Agro avaient plus des profils dans leur parcours académique orientés vraiment vigne et vin. Donc ils avaient un rapport assez traditionnel à ce produit-là, et on s'est rendu compte qu'ils avaient plutôt tendance à être moins ouverts et moins intéressés par ce type de produits que des étudiants de Purpan qui avaient une formation peut-être un petit peu plus généraliste. Alors quelles sont les principales motivations qu'on a pu identifier? Tout d'abord des aspects santé, alors rien de nouveau, hein, peut-être l'intérêt pour les femmes enceintes, la présence de maladies, l'allergie à l'alcool, l'aspect peu calorique hein, de ce type de produit, la conduite aussi, c'est-à-dire la possibilité quand les étudiants font la fête, hein, d'avoir un étudiant responsable qui va ramener les autres étudiants à la maison. Lui, voilà, ça pourrait être un moment de consommation de ce type de produit. Des choses en liaison avec la religion, bien sûr, notamment les consommateurs de confession musulmane, et aussi la curiosité de découvrir des nouveaux produits. Ça peut être une motivation pour les jeunes. Alors les freins, c'est avant tout la qualité intrinsèque du produit, donc des profils peut-être pas aboutis, qui sont éloignés du vin. Une méconnaissance aussi du produit, la dénomination du produit, hein, alors est-ce que boisson issue de la désalcoolisation du vin, c'est quelque chose qui parle aux étudiants. Donc c'est des choses qu'on va creuser, en tout cas, on va encore éplucher les données. Et puis le prix, hein, puisque vous avez vu le positionnement de prix, c'est pas quand même un positionnement d'entrée de gamme et bon marché. Alors je vous ai extrait aussi quelques verbatims. Alors on va commencer par 3 qui sont plutôt négatifs, hein, donc qui sont ressortis de ces entretiens, de ces focus group. Alors il y a des étudiants qui ont dit mauvaise copie, hein, je ne le considère pas comme du vin. Un vin désalcoolisé c'est autour de 10 € et on ne retrouve pas du tout ce qu'on entend d'un vin. Pour essayer une fois, pourquoi pas, mais sinon non. L'alcool c'est lié à la fête, mais ça peut être une bonne alternative. Donc là on a des premiers résultats qui ne sont pas forcément très encourageants. On va continuer. Il y a l'étude quantitative hein, qui va aussi nous être très utile. Et je pense que, en tout cas, l'un des enjeux, ça sera pour la filière, ça sera pour vous, certainement de développer un produit et de ne pas l'adresser à des consommateurs réguliers de vin et plutôt aller chercher une nouvelle cible de consommateurs qui, à ce jour, ne consomment pas de vin. Et il y en a beaucoup parmi nos étudiants, on en voit régulièrement, hein, qui ne consomment pas du vin. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors j'ai trouvé sur le web une petite image. Si vous ne lisez pas l'anglais, donc vous avez ici une cliente hein, qui demande à un caviste où se trouvent les vins non alcoolisés. Donc il lui dit, elle a les 7, donc sur la gauche. Donc il lui tend un balai, il lui dit voilà, continuez à balayer, à enlever la poussière jusqu'à ce que vous ayez à les trouver. En tout cas, j'espère que ce n'est pas ce qui nous attend pour les années à venir. Merci.